Rebonjour à tous. Donc, nous allons continuer cette journée de conférence. La prochaine conférence sur la thématique « Comment organiser la résilience d'une organisation en temps de crise, les leçons de la pandémie ». J'invite à nous rejoindre le modérateur de cette table ronde, M. Genséric Cantonnet, fondateur de Keloni, agence de notation des risques. Merci beaucoup, Yasmine. Bien, j'invite ceux qui rentrent à trouver place. Installez-vous confortablement. Merci. Alors, on va parler de ce qui vient d'être annoncé. On va parler de ce concepts qui ont été vus ce matin. Je vous rappelle, la primauté du risque. La primauté du risque comme indicateur fondamental de prise de décision. Puis on va voir que cette prise de décision, eh bien, elles peuvent parfois, quand bien même complexes et compliquées, être simplifiées, entre guillemets, par un certain nombre de critères et de principes que l'on va voir à travers un certain nombre de questions-réponses. Et puis je vous invite bien évidemment à poser vos questions quand le moment sera venu. Et on aura des questions évidemment à partir des personnes qui nous regardent en direct depuis chez eux, à distance. Bien, j'inviterai tout d'abord nos éminents membres de cette table ronde à bien vouloir se présenter eux-mêmes très brièvement afin que nous puissions commencer. À vous la parole. Bonjour à tous et merci à Riskintel ou Risk Summit pour cette invitation à échanger sur la résilience en période de crise, Covid et celles qui vont venir. Donc je m'appelle Jérémy Michel et je suis avocat en droit du travail et contentieux. Et donc à ce titre, je vais essayer de vous donner un angle un peu plus ressources humaines que technique ou cyber ou gestion de crise sur comment est-ce qu'on organise sa résilience, parce qu'après tout, une entreprise, c'est aussi un collectif d'individus et de travailleurs. Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation. Mon nom est Louis Bernard, je suis le fondateur de Crisotech, qui est une entreprise spécialisée dans l'accompagnement, le conseil, la formation et les exercices en gestion de crise et la réponse de crise, et qui fait partie du groupe d'Everywhere depuis 2020. Aussi, ravi d'être ici pour apporter un petit peu mon regard là-dessus. Bonjour, Drano Julien, nouveau RSSI groupe Framatome. Donc j'étais onboardé au 1er février et bisuté par l'actualité. Donc on va parler un peu résilience et on la vit un peu en ce moment en étant plutôt vigilant. Je suis ancien de Safran et ancien de Thales dans les équipes cyber. Bonjour, Thibaut Bourlard, je suis Security Officer et DPO chez WooDrive. WooDrive fournit des outils de collaboration et de partage pour la donnée sensible, donc qui doivent concerner un certain nombre d'entre vous. Merci à vous, comme vous l'aurez compris, un panel extrêmement éclectique et très intéressant et aussi très direct. Alors je vais être tout aussi direct, on va commencer par la première question. Je vais en profiter, je vais commencer par Thibaut, qui vient de se présenter à vous. Et la première question, Thibaut, est-ce que d'après vous, la crise du Covid et les événements de la pandémie ont-ils fait passer la résilience, la notion de résilience, avant celle d'efficience et de performance dans l'entreprise ? Alors, oui, je pense qu'on peut considérer qu'avant la crise, les entreprises étaient plus focus sur l'efficience et ont mis plutôt de côté tous les aspects relatifs à la continuité d'activité. Sans doute parce qu'ils sont coûteux et qu'il n'y a pas vraiment de ROI dans une situation normale. Maintenant, depuis la pandémie, je pense que le sujet de la continuité d'activité est revenu au top niveau des entreprises et donc fait partie de leurs préoccupations principales. Même si elles semblent incompatibles, dans le sens où la résilience... excusez-moi, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Si elles paraissent incompatibles, elles sont finalement liées, puisqu'une entreprise qui se veut résiliente, c'est qu'elle arrive à retrouver son efficience dans les meilleurs délais et retrouver son état de normal. Une entreprise également qui aura mis en place toutes les mesures qui permettent la continuité d'activité se verra en temps de crise faire des économies, puisqu'elle subira moins les coûts d'une cyberattaque. Je parle, dans mon cas, en tout cas, de cyberattaque. Merci pour votre témoignage. Merci beaucoup. À mon avis, la question de ce passage
d'une notion à une autre appelle une deuxième question que je souhaiterais faire à Julien, à ce moment-là, si possible. C'est la crise a obligé, évidemment, on l'a dit ce matin, beaucoup d'entreprises à migrer et accélérer la transformation numérique. Et il existe pourtant un paradoxe. Et ce paradoxe, c'est que, compte tenu de cette nécessité d'accélérer, on n'a pourtant que 36% des entreprises, c'est un sondage via Voice, qui ont l'intention d'augmenter les investissements sur le numérique. Alors la question que je pose à Julien, c'est est-ce que c'est cette différence donc, entre une nécessité et une intention, est-ce qu'elle est due au fait qu'on est en train de mettre ensemble des grandes entreprises avec de petites, et qui évidemment n'ont pas les mêmes capacités d'investissement dans la transformation numérique? Question claire. On va revenir sur un sujet, donc on parle de crise, de résilience vis-à-vis de la pandémie. Donc avant toute chose, il faut imaginer quand même les grandes entreprises. Bon, j'ai des problèmes de micro, mais il faut imaginer que les grandes entreprises, on est passé en 2 semaines d'une population de nomades à travers le monde, donc de gens qui travaillent dans des hôtels, dans des bureaux, dans des sites, à massivement des télétravailleurs. Donc d'un point de vue performance sur le système d'information, ça a impacté. Enfin, donc nous, on a dû ouvrir les tuyaux. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pour soutenir la crise ou cette résilience, les entreprises, les grands comptes, globalement, font attention à leurs investissements. Donc ça ne veut pas dire qu'on n'a pas investi à ce moment-là, mais on est en crise, donc on a quand même tous collectivement diminué nos investissements. Donc ça, c'est le vrai point. Et en parallèle, on doit financer le move to cloud. Donc on doit avoir plus d'usages avec des budgets restreints. Donc la priorité est effectivement de donner l'accès à nos salariés, au télétravail, mais avec des budgets contraints en fait, factuellement, parce que crise pandémique, et je reviendrai après, mais c'est pas une crise cyber, la crise pandémique. C'était une crise organisationnelle, une crise de société. On peut parler du PCA, des plans de continuité d'activité, on y reviendra, mais le premier point, c'était de faire travailler les gens et à distance, et plus des nomades, des télétravailleurs, et ça, c'est différent. D'accord. J'ai vu tout à l'heure que Louis acquiesçait. Un mot sur le sujet? La transformation numérique des entreprises, elle a eu lieu grâce à la pandémie. Je ne reviens pas sur le panel du sondage, combien vont investir, etc. Ce que je sais, c'est que toutes les entreprises françaises, toutes les entreprises européennes l'ont fait parce qu'elles ont été obligées par les usages pour passer la vague épidémique ou les différentes vagues épidémiques, et que les résultats sont là. On n'a pas eu la vague de faillite d'entreprises, on a un taux de chômage qui est plus faible qu'avant la pandémie, donc il y a bien quelque chose qui a fonctionné en fait. Alors, est-ce qu'on va revenir là-dessus? Est-ce que ça a créé des nouveaux risques? Probablement de vulnérabilité, on en parlera. Mais est-ce que les entreprises vont revenir dessus? Je ne le pense pas. Je pense que des nouvelles façons de travailler, des nouvelles façons de partager l'information, les nouvelles façons de se réunir ont été faites parce qu'il le fallait pendant la crise, et qu'elles sont un facteur, un espèce de cliquet sur lequel on ne reviendra pas après. Donc cette transformation, grâce à la crise, comme une opportunité de se réorganiser, elle a eu lieu, et elle sera vraiment un vecteur de performance pour l'avenir. Merci. Je reviens sur Julien qui expliquait tout à l'heure et qui parlait de l'explosion du télétravail. On avait en 2020 47% des Français qui avaient télétravaillé. Évidemment, ce chiffre a plus que doublé l'année suivante pour d'évidentes raisons. Donc la question qui se pose, c'est qu'est-ce que cela pose en termes de problèmes ou d'opportunités en termes de RH, de cybersécurité, de gestion de crise, et puis la question en fait que tout le monde se pose, est-ce que c'est la panacée d'un plan de continuité d'activité? Alors pour information, je n'ai pas préparé avec mes collègues les réponses, je n'ai pas eu le temps lié à l'actualité, donc on va je confirme. C'est un peu délicat ces derniers temps. Je reviens sur le point, c'était pas une crise cyber pour nous, et pour personne par ailleurs, c'était une crise organisationnelle, une crise de société, c'était une pandémie en tant que telle. Et d'un point de vue cyber, ça n'a rien changé à notre vie. On n'a pas mis des mesures supplémentaires en place. Des nomades, on en avait déjà. On les a transformés en télétravailleurs sur le système d'information. Tout le monde avait ces mesures techniques, organisationnelles, de protection. On n'a strictement rien changé. Quand on regarde les indicateurs d'attaque, ça n'a pas évolué pendant la crise. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu du phishing orienté Covid. C'est-à-dire que les attaquants, ils sont opportunistes. Donc s'il y a une crise, ils vont la saisir. S'il y a une Coupe du Monde, ils vont la saisir. Donc pour nous, d'un point de vue sécurité, ça n'a strictement rien changé. Voilà. Le deuxième point, c'est le PCA.
j'ai pas la réponse pour tout le monde. Moi, je viens de l'industrie lourde. Donc le PCA, globalement, il y a une crise, faut être derrière les fours, derrière les machines. Ça n'enlève en rien que les fonctions support, on les met à distance en télétravail. Et malheureusement, nos ouvriers sont obligés de venir sur site parce qu'on a des fours qui coûtent des dizaines de millions d'euros. On ne va pas les éteindre, quoi. Nos chaînes de prod, on ne va pas les éteindre, on les ralentit. Et encore une fois, le PCA, c'est pas la main de l'IT en fait, en général. Ou à la cyber, le PCA, c'est la main du métier. C'est eux qui savent comment produire quand il y a une crise. Moi, je ne sais pas comment on fabrique un moteur d'avion. Je suis là pour accompagner le métier, je suis là pour fournir les prérequis, je suis là pour les sécuriser. Mais donc, globalement, la crise, ça ne nous a pas surpris, on l'avait anticipé dans l'aéronautique, parce qu'on a sûrement l'habitude, mais ça n'a pas vraiment changé notre façon de travailler. Ça a changé notre système d'information, il fallait ouvrir les artères, les tuyaux, mettre un peu d'argent pour assurer les performances d'un système d'information, mais ça n'a pas changé notre façon de travailler du jour au lendemain. Et le PCA, c'était pas lié à la crise en tant que tel. Les gens ont besoin d'être sur site chez nous. Voilà. Mais ça comprend pas l'ensemble des secteurs d'activité. Merci Julien. J'ai posé la question également en termes de RH, donc je me tourne vers Jérémy. D'après vous? Alors, écoutez, le télétravail, on l'a tous vécu. Vous l'avez vécu, moi je l'ai vécu côté avocat. Ce que j'aimerais rappeler, puisqu'on est aujourd'hui ici pour discuter des risques, c'est que le télétravail, c'est une opportunité, mais c'est aussi un risque. Il y a énormément de risques psychosociaux. Je rappelle que pendant les périodes de confinement, plus de la moitié des salariés ont alerté justement sur des problèmes de risques psychosociaux. Ce qu'on a observé, c'est que nous ne sommes pas tous égaux face au télétravail. Évidemment, il y a ceux qui, par exemple, ont un logement équipé. Il y a aussi une véritable différence entre les hommes et les femmes. On a noté, par exemple, que les femmes étaient beaucoup plus sujettes, probablement à cause de la présence des enfants et de leur rôle à la maison encore aujourd'hui, beaucoup plus sujettes justement aux risques psychosociaux. Donc ça a été une opportunité, mais ça a été aussi un risque. Et ce qu'on observe, si vous voulez, notamment chez les clients pour qui j'ai travaillé, c'est qu'il y a vraiment deux écoles, quoi. Il y a l'école, ok, la crise arrive, vite, il faut qu'on mette en place le télétravail, on n'a pas l'habitude. Et puis il y a l'école, nous avions déjà le télétravail, nous avons déjà des pratiques de télétravail, des accords de télétravail qui ont été signés, et donc on a pu enclencher finalement cette modalité de travail rapidement et efficacement, parce qu'il y a tout un ensemble de questions que ça pose. Il y a les questions en effet de risques psychosociaux, mais il y a aussi la question de qu'est-ce qu'on prend en charge, est-ce qu'on prend en charge les frais, quels sont les équipements, etc. Et ça, ce sont des éléments, des discussions qu'il faut avoir avant. Donc moi, ma recommandation là-dessus, c'est de toujours privilégier le dialogue social et de ne pas attendre, et je pense que je reviendrai là-dessus, ne pas attendre qu'une crise tombe sur son organisation pour avoir cette logique de dialogue social, puisque les entreprises qui avaient du dialogue social ont mieux mis en place le télétravail, justement parce que on sait par exemple quel type de salarié est susceptible de télétravailler, que ce soit individuellement ou collectivement, c'est-à-dire quel type de service peut télétravailler. Il y a des entreprises où, je sais pas, dans l'industrie par exemple, les ouvriers ne peuvent pas trop télétravailler. Il y a des métiers où dans le service, en effet, tout le monde peut télétravailler. Est-ce qu'on peut télétravailler 2 jours, 3 jours, 5 jours? Ça dépend des gens. On est tous inégaux et donc là-dessus, il faut vraiment avoir une approche micro, c'est-à-dire vraiment regarder au cas par cas, et ça nécessite un travail RH, je dirais, au quotidien, et ça nécessite d'anticiper. Par exemple, quand vous négocierez vos accords de télétravail, moi je vous invite, que ce soit avec les délégués syndicaux ou le CSE, vraiment à identifier vraiment les postes où c'est possible, comment est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on prend en charge, etc. Parce que le jour où cela arrive, vous serez prêt. Et il s'agira juste de dérouler ce à quoi vous êtes habitué, au-delà du droit, si vous voulez. Le droit, c'est un véhicule. Mais au-delà de ça, voilà, il y a aussi cette question des liens hiérarchiques. Est-ce que les salariés sont habitués à travailler à distance ou pas? Il y a des entreprises où oui, des entreprises où non. Et là, le basculement,
dans les entreprises où on n'avait pas l'habitude, c'est une perte de productivité énorme. Et puis, pour certains salariés, ça peut créer de l'incertitude. Est-ce que j'ai les feedbacks de mon responsable ou non? Est-ce que je suis du coup dans une situation de harcèlement, de risques psychosociaux? Est-ce que je me mets en arrêt maladie, etc. Donc, vous voyez, l'anticipation, si vous voulez, permet justement d'éviter tous ces risques et donc d'être beaucoup plus réactif lorsque la crise arrive. Donc, voilà. Donc merci pour cet éclairage. On l'a vu qui est passé de l'organisationnel, on va dire tactique, à la prévention stratégique. Merci beaucoup. On va y revenir. Une question, merci beaucoup. J'espère qu'il y a déjà des questions qui se préparent. Hein, préparez-les pour tout à l'heure, aussi bien depuis la salle qu'en direct. Une question directe à Louis. Je fais référence quand même à la réponse de Julien tout à l'heure qui nous a parlé de l'opérationnel. Est-ce que, d'après vous, organiser la résilience d'entreprise en temps de crise ou en post-crise doit-elle s'accompagner d'une réduction des effectifs? Certainement pas. Savoir faire mieux avec moins, c'est évidemment une bonne idée. C'est pas la crise qui nous l'apprend. Réduire les effectifs n'a jamais été un objectif, et je suppose un objectif de qui que ce soit. Soit c'est un moyen pour réduire la masse salariale parce qu'on passe un mauvais moment ou parce qu'on veut se réorganiser. Ça n'a à peu près aucune utilité en matière de réflexion sur la résilience. Certains vous diront, bah non, c'est l'inverse en fait. Il faudrait qu'on ait 2 personnes pour chacun des postes, parce que comme ça on serait sûr que si l'un est malade, le plan de continuité est déjà là. Personne ne peut se permettre une chose comme ça. Ce que je sais moi, c'est que déjà, on sait que la productivité des travailleurs français est particulièrement élevée. Et sur quelque chose de moins quantifiable, je pense que l'adaptabilité de nos entreprises a été 1000 fois démontrée pendant cette crise-là. Alors, est-ce que ça fait dire à des dirigeants, très bien, comme j'ai des gens qui sont extrêmement adaptables, j'ai besoin que de 2 tiers d'entre eux pour faire comme je faisais avant? Aucun chef d'entreprise réfléchit comme ça. Il peut se dire en revanche, avec autant, je vais faire encore plus, ce qui était le très bon exemple de Veil de tout à l'heure, qui a trouvé dans la crise qu'il a vécue un très gros vecteur de déficience de ses équipes, peut-être malheureusement sur le moment, mais je pense qu'ils ont travaillé à le conserver sur la suite, et ça m'a beaucoup intéressé de voir quelles étaient les marges de manœuvre qu'ils se sont trouvées pendant la crise. Eh bien, pendant la pandémie, tout le monde a travaillé comme ça. Personne s'est dit en avance de phase, ou en tout cas moi j'en connais très peu, si jamais tout est confiné, comment on bosse? J'aurais aimé, il y a 2 ans, février-mars 2020, avoir plus de gens qui me disent nous on a étudié ce cas-là. J'aurais même aimé l'avoir proposé à certains de mes clients avant pour être plus pertinent dans mes conseils. Personne s'était préparé à un truc aussi gros. Si certains d'entre vous c'était le cas, je veux bien l'entendre. Non, mais merci. Voilà. Bon, voilà. et en toute humilité, on l'avait pas vu venir nous non plus, qui peut-être devons aider à ça. Donc on a appris pendant. Ce dont j'ai peur, ce serait que tout ce qu'on a appris pendant, on l'oublie ensuite. Et ça, c'est une peur qui est solide, parce que je l'observe malheureusement, et j'observe des retours d'expérience qui ne sont pas faits. J'observe des bonnes façons de travailler en mode dégradé qui sont oubliées quand on peut revenir au mode nominal de travail, et que je pense être très très dommage, parce que si on n'apprend pas cette fois-ci, quand est-ce qu'on va apprendre en fait? Voilà. Et voilà, je l'observe un petit peu et j'ai peur de ça. Une post-crise non gérée, on va dire. On va synthétiser ça comme ça. Une post-crise dont les enseignements doivent être au moins autant réfléchis que pendant. Et c'est complètement humain. Et puis au niveau organisationnel, on veut passer à autre chose. Il y a d'autres choses à faire. On doit rattraper des projets qui n'ont pas été lancés, etc. Il y a toutes les raisons pour ne pas aller jusqu'au bout du retour d'expérience. Et je pense que ce serait très, très, très dommage. Comme on est dans... merci. On est dans l'humain. On reste dans l'humain. Et donc, on est en train de parler de RH. Alors, je retourne la question à Jérémy, qui nous a tout à l'heure dit, oui, il y a un instrument que je vous conseille, c'est la négociation en amont, on a bien compris. La question directe, c'est est-ce que, Jérémy, il existe d'autres outils ou d'autres leviers spécifiques RH pour gérer une masse salariale dans ce type de situation qui, je le rappelle, est de crise ou de post-crise? Évidemment, oui. Voilà, j'ai fini ma réponse. Non, je plaisante. Une excellente synthèse. On apprend à être synthétique quand on est avocat. Je suis d'accord avec Louis, c'est vrai que supprimer des postes en période de crise, dans la mesure où une crise
par définition, est destinée à être passagère, c'est probablement idiot. Parce que le risque, évidemment, c'est de perdre des savoir-faire, c'est de perdre de bons éléments. À mon sens, la réduction d'effectifs doit vraiment intervenir lorsqu'on a des difficultés économiques, je dirais, structurelles et pas conjoncturelles. Maintenant, il est évident que pendant la crise Covid, de nombreuses entreprises ont été tentées de supprimer des postes. C'est d'ailleurs arrivé. Ça arrive, mais il est vrai que le droit français a eu beaucoup d'évolutions ces 10 dernières années qui permettent de gérer la masse salariale de manière, je dirais, intelligente et prévisionnelle, notamment en utilisant l'outil du dialogue social. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et le point sur lequel j'aimerais attirer votre attention, parce que tout le monde connaît le mécanisme de l'activité partielle ou chômage partiel, chacun l'appelle comme il le souhaite, donc ça je ne vais pas revenir là-dessus, on a tous vécu ça. Mais il y a cet outil des accords de performance collective qui existent aujourd'hui et qui permet de moduler la masse salariale, puisque la masse salariale, c'est le nombre de salariés fois le nombre d'heures fois la rémunération. Donc si vous voulez moduler votre masse salariale, il faut agir sur un de ces 3 facteurs. Donc le premier facteur, le nombre de salariés, si vous ne voulez pas agir là-dessus, vous pouvez réduire éventuellement les rémunérations ou le nombre d'heures travaillées. Et l'avantage des accords de performance collective, c'est que ce sont des accords collectifs que vous pouvez négocier, soit avec vos syndicats, soit même dans les plus petites entreprises, en dessous de 50, via référendum d'entreprise quand vous n'avez pas de DS. Bon, je ne rentre pas dans les détails de la technique de la négociation collective, c'est complexe, mais en tous les cas, toutes les entreprises peuvent le faire. Toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Et pendant la crise, j'avais regardé ça, mais beaucoup de PME ont utilisé cela. Bon, on parle de quelques centaines d'entreprises, mais si vous voulez, c'est vraiment un outil qui permet d'enjamber le contrat de travail, c'est-à-dire qu'en droit du travail, il y a, vous savez, ce principe de faveur, c'est-à-dire que la disposition la plus favorable, où qu'elle soit, que ce soit dans l'accord collectif ou dans le contrat de travail, s'applique. Avec l'accord de performance collective, vous pouvez négocier, donc il y a toujours cette logique de négociation, négocier des dispositions moins favorables, soit à durée déterminée, ce que je conseille, sinon je vois mal les syndicats signer, soit à durée indéterminée, vous pouvez enjamber les dispositions les plus favorables du contrat de travail. Et ça a permis justement à beaucoup d'entreprises de moduler leur masse salariale sans perdre les talents, sans perdre les savoir-faire, de manière déterminée. Alors après, il y a toujours des exemples évidemment compliqués, hein, comme l'exemple de Richebourg, hein, dans l'aéronautique, mais en tous les cas, c'est une manière, si vous voulez, de moduler cette masse sans forcément supprimer des emplois, ou en tout cas en supprimant moins que prévu. Donc ça apporte de la souplesse et c'est un dispositif qui est peut-être moins connu que l'activité partielle. Merci beaucoup, j'espère que je vois que nombreux sont ceux qui prennent des notes, donc merci pour ces conseils opérationnels. J'aimerais qu'on vienne un instant sur ce que... j'aimerais qu'on prolonge l'intervention de Louis, et puis je reviens également sur Thibault, avec cette question. On est tous conscients, on l'entend, mais on est tous conscients plus ou moins, on passe d'une crise, elle n'est pas terminée, il y en a déjà une autre qui arrive, on est dans un phénomène de crise permanente. Alors la question est, que devient la, entre guillemets, gestion de crise en entreprise quand la crise, en réalité, touche l'ensemble de la société, l'ensemble de l'écosystème dans lequel une entreprise doit se développer et vivre. Donc la question est, que devient la gestion de crise quand l'extraordinaire devient en réalité la quotidiennité ? Je la posais à tous les deux. Déjà, on va arrêter de parler de gestion de crise une bonne fois pour toutes, parce que personne ne gère de crise. Personne ne va gérer un ouragan, mais cet ouragan sur votre hôtel, sur votre maison, etc. Personne ne va gérer une pandémie, sauf précisément un petit nombre de personnes qui ont fait ça d'ailleurs très bien, qui ont créé des vaccins extrêmement rapidement. Mais vous allez gérer dans votre entreprise à vous les conséquences de cette pandémie. Toutes les entreprises vont vous dire « je suis en crise permanente ». Ça ne veut rien dire. Il y en a plein. D'ailleurs, les entreprises globalement vont très bien en France. Et peut-être en politique fiction mieux que si elle n'avait eu à faire face à la pandémie. Je ne peux pas répondre à cette question, mais en tout cas, aujourd'hui, le climat des affaires, comme on dit, est extrêmement bon, donc ça veut bien dire que quelque chose se fonctionne bien. Ce qui est très important, c'est de cartographier les conséquences d'une crise sur votre activité à vous. On parlait d'industrie, cette crise des semi-conducteurs, c'est ça leur crise, c'est pas la pandémie, c'est le semi-conducteur.
c'est le sourcing du semi-conducteur. C'est la priorité donnée par les producteurs de semi-conducteurs à tel ou tel client ou tel marché quand il y en a moins à distribuer. C'est ça qu'on va essayer de gérer et certainement pas le fait que les gens soient tombés malades 1 an et demi avant. Et c'est très intéressant d'être fin dans ça. Je ne souscris pas à l'idée que l'ordinaire est extraordinaire ou que l'extraordinaire est ordinaire. Je pense que de toute façon, toutes les entreprises font face à des difficultés ou à des opportunités de façon régulière, savent les prendre, sont plus ou moins prêtes à aller sur une vague ou à diminuer les conséquences d'une autre vague. Il y aura toujours quelque chose qui se passe mal. Aujourd'hui, c'est très identifié si on est par exemple dans le luxe avec une grosse partie de nos clients qui sont des oligarques. Ok, c'est identifié. C'est exogène. Ce n'est pas nous qui avons choisi d'eux. Et quels sont les vecteurs de croissance? À les vendre à d'autres gens que des Russes. Bon. Ce qui est très important, c'est la finesse de l'analyse, d'avoir des plans pour partie pour répondre à certains qui sont là, et surtout une culture de la gestion de crise, une culture de la réponse qui font que quoi qu'il se passe d'autre dans l'avenir, on aura les ressources, l'adaptabilité mentale et les réflexions de le faire, soit parce que les choses sont mises en place, et typiquement des accords d'entreprise, c'est déjà en place, on le fait à froid quand ça va bien pour l'avoir quand ça va moins bien, et il y a plein d'autres éléments. Tous les gens qui font de la préparation aux crises ici savent très bien que c'est pas pendant la pandémie qu'ils ont fait leur prochain exercice cyber, mais c'est juste après parce qu'ils savent que c'est la prochaine crise de tout le monde. Et ça, c'est très important, c'est se préparer à quelques vagues qui viennent et garder, une fois de plus j'insiste là-dessus parce que c'est peut-être ma mantra, garder la chance qu'on a eue d'avoir la crise précédente. Personne n'aime que je leur dise « Ah, super, vous avez eu une cyberattaque, maintenant on peut réfléchir à comment gérer la prochaine. » « Ah non, on n'en parle pas ici parce que c'était terrible, c'était un moment grave. » Justement, parle-en parce que c'est maintenant que vous avez mis des choses en place qui seront super utiles pour ne pas avoir à les recréer de zéro la prochaine fois. On est bien d'accord. Si Thibault veut... Oui, alors je vais compléter sur d'autres sujets, plus sur l'aspect extraordinaire de cette pandémie, qui nous a permis de voir apparaître une gestion de crise solidaire, collaborative, communautaire. On a vu des entreprises fournir leurs services, fournir leurs produits aux particuliers, aux autres entreprises qui pouvaient en bénéficier au moment où ils en avaient besoin, au moment de cette pandémie. On a vu aussi des groupes de travail se former, que ce soit avec le Césin, le Clusif, pour aborder tous ces aspects de gestion du télétravail pour les aspects cyber, etc. Et ça a permis aux entreprises sans doute moins matures en termes de résilience de bénéficier d'une expertise plus aboutie venant de plus grands groupes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense qu'on retiendra tous effectivement le fait que le risque ne se gère pas. Merci pour cette précision absolument fondamentale et intéressante. Je reviens maintenant sur Thibault avec une question qui est la suivante. Prenant acte du poids et de la prégnance de la cybercriminalité, le président de la République Emmanuel Macron a annoncé une enveloppe d'environ 1 milliard d'euros pour le renforcement de la formation et de la sensibilisation à la cyberprotection. Ce plan comprend notamment le renforcement de la formation des forces de l'ordre de façon à homogénéiser la culture professionnelle et puis les savoir-faire. La question est la suivante. Est-ce que, d'après vous, les entreprises, quelles qu'elles soient, doivent lui emboîter le pas? Je pense que oui, la formation elle est au cœur de la résilience. Pour la gestion de crise, on a beau avoir tous les outils, les process qui sont en place, si les gens ne sont pas formés, quand la crise arrive, c'est déjà trop tard. Pour ça, il y a évidemment plein de moyens de formation. Je pense que Jérémy abordera aussi tous ces points-là. Tout ce qui est sensibilisation à l'arrivée des collaborateurs sur les risques spécifiques au business de l'entreprise, des formations spécialisées sur les différentes équipes et leurs différents métiers, du e-learning avec des quiz, et surtout de la communication périodique, souvent contextualisée avec l'actualité. Quand il y a des attaques de phishing qui sont plus récurrentes, il faut prévenir les employés. C'est un exemple parmi d'autres, en tout cas en termes de cybersécurité. Merci Thibault. Vous citiez Jérémy. Jérémy, est-ce que vous avez quelles sont les méthodes que vous privilégieriez pour que cette formation prenne pied?
Alors, je pense que chacun d'entre vous, chacun dans vos organisations, vous avez déjà j'imagine, des plans de formation, une idée assez précise de ce qu'il faut. Moi, ce que j'aimerais rappeler, c'est qu'il y a un vrai déficit de compétences, notamment dans le numérique en France, on le sait tous, et surtout en cybersécurité, même s'il n'y a pas que la cybersécurité dans la gestion de crise, mais je vais essayer de trouver un autre terme. Mais en tous les cas, le point sur lequel moi je voulais attirer votre attention, c'est il y a un changement de philosophie chez les pouvoirs publics. Il y a eu un véritable changement avec cette crise Covid. Le quoi qu'il en coûte, qui a consisté à déverser un maximum d'argent, à mon sens, et je l'anticipe, mais vous verrez pourquoi, risque d'être amené à durer dans beaucoup de secteurs, et notamment dans la formation professionnelle. Pourquoi ? Parce que la formation, c'est un investissement qui est extrêmement rentable. C'est-à-dire qu'en augmentant de quelques points, de quelques pourcentages le taux de formation des salariés, vous augmentez massivement le PIB. J'ai plus les chiffres en tête, mais les pouvoirs publics les ont en tête, vous inquiétez pas. Et donc, dans ce cadre-là, vous avez cet outil, le FNE, là, le Fonds national de l'emploi, qui a été mis en place pendant la crise Covid. Alors, ce qui est assez intéressant, là vraiment j'aimerais attirer votre attention là-dessus, parce qu'il y a une petite subtilité que certains n'ont pas vue, c'est qu'à l'origine, donc le FNE, ça permet à une entreprise, n'est-ce pas, de financer la formation professionnelle de ses salariés. D'accord ? Donc, il y a tout un ensemble de dispositifs pour financer la formation, les contrats d'apprentissage, le CPF. Le CPF, c'est individuel, ce n'est pas l'entreprise qui décide. Avec le FNE, vous pouvez décider, vous, entreprise, organisation, de former vos salariés sur tel ou tel aspect, et c'est financé par ce fonds ad hoc qui a été créé pendant la crise. À l'origine, ce fonds, il a été créé pour gérer, je dirais, l'urgence. On a une urgence, il faut former les gens, il faut qu'il y ait la reprise. Et donc, parmi les conditions pour bénéficier du FNE, il fallait être soit en activité partielle, donc en difficulté économique, soit en difficulté économique. Et ce qui est la subtilité, si vous voulez, c'est qu'une nouvelle condition a été rajoutée. Donc le FNE est reconduit en 2022 avec une nouvelle enveloppe d'environ 600 millions d'euros. Donc c'est énorme et vous verrez que ça va continuer d'augmenter. Et donc ça a été reconduit avec une nouvelle condition qui est mutation technologique. C'est-à-dire que vous pouvez aller voir votre OPCO et justifier d'être en mutation technologique. Donc vous n'êtes plus en difficulté, n'est-ce pas, si vous êtes en mutation. Toutes les entreprises sont en mutation. Je vais vous dire, c'est une condition valise qui, en vérité, permet à peu près n'importe qui de bénéficier du FNE. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans les critères de difficulté économique, auparavant, vous aviez déjà les mutations technologiques. C'est-à-dire que quand vous regardez être en difficulté économique, vous avez la nécessité de faire muter votre organisation d'un point de vue technologique. Donc, c'était déjà le cas. Donc, en sortant ce critère, si vous voulez, du critère de difficulté économique, le message, il est clair. Le message des pouvoirs publics, c'est de dire ce dispositif va être pérennisé et va être utilisé pour financer les mutations technologiques. Donc on sort des difficultés, et si on sort des difficultés, ça veut dire qu'on sort de la période de crise pour rentrer dans un dispositif qui probablement sera périn. Et j'aimerais attirer votre attention là-dessus parce que c'est une mutation pour le coup majeure, puisque pour les entreprises de moins de 300 salariés, ça permet quand même de prendre en charge 100% des frais de formation, donc c'est pas rien. Et justement, face au déficit de compétences dans le numérique et la cybersécurité, vous pouvez soit embaucher des gens, soit former des gens que vous avez déjà. Donc autant former des gens que vous avez déjà et autant le financer via ce fonds. Alors par contre, c'est guichet ouvert, hein, donc je me permets des conseils opérationnels, mais il y a une enveloppe, les premiers arrivés seront les premiers servis. Donc voilà, c'est mon conseil opérationnel. Il y a des fonds, ils sont disponibles, pas besoin d'être en difficulté économique, il suffit juste de justifier d'avoir des mutations technologiques dans son organisation. C'est quelque chose qui, à mon avis, va
se généraliser et se pérenniser parce que c'est extrêmement rentable. La formation professionnelle, pour les pouvoirs publics, c'est très, très, très rentable. Merci Vraiment, c'est un investissement d'avenir. Merci Jérémy pour ces conseils opérationnels dont on prendra bonne note. Merci Thibaut également. Une intervention peut-être de Julien tout à l'heure sur les instruments, la formation et la sensibilisation. Ouais, j'allais un peu ponctuer plusieurs points. Donc ce milliard, c'était pas que pour de la formation, mais c'est aussi pour financer l'infrastructure, nos hôpitaux, qu'on a vu en cas de crise, qui ont quand même pas mal subi. Un peu de souveraineté quand même technologique, on a besoin de pépites, de champions en France, en Europe, enfin, on a besoin de perfuser les startups derrière, enfin, et de faire naître des champions, donc c'est aussi pour ça. Les compétences, pour ordre de grandeur, il en manque 1 million en cyber en Europe. Donc on peut l'estimer rationnellement sur la France, mais il manque 1 million, ça prend du temps à former. On a une filière, l'ANSSI a mis des labels, Secnum, enfin et compagnie, donc on est en train de se structurer. C'est pas qu'une question de formation professionnelle et je vais avoir un diplôme et ça y est, en 6 mois, je suis expert, quoi. Ça se travaille dans le temps, ça se diffuse et on a besoin de femmes dans la filière cyber, on le dit pas. Enfin, déjà IT, c'est majoritairement masculin, cyber particulièrement. Donc et ça c'est un travail de société, hein, c'est pas que nous la cyber qui pouvons généraliser ça. Et le dernier point, parce qu'on parlait un peu de cybercrime, ce milliard et tout, nous les grands comptes on est matures hein, sur la sensibilisation, on a des organes, on a des équipes, on sensibilise tout le monde, on fait du phishing et je suis pas sûr que tout le monde imagine ce que c'est le phishing, mais sur un grand compte, 100 000 salariés, on fait 2-3 campagnes par année de phishing, on met les clés USB qui vont bien sur les parkings, on sensibilise tout le monde. Sur un grand compte, on a beau dire les choses, il y aura 20% de taux de pénétration en gros. C'est-à-dire que sur le end user, enfin sur l'IT c'est 10%, sur le end user ça va être du 15% et sur les VIP généralement c'est 20%. Les VIP. Et avec de la sensibilisation plusieurs fois par an depuis des années. Nous le grand compte on est mature. Le vrai point c'est plutôt les PME où effectivement il y a un vrai travail à faire dessus. Nous le grand compte on peut accompagner mais voilà ça c'est un problème de société un peu plus large. Mais ça c'est les vrais chiffres quand on parle de sensibilisation. Merci beaucoup, merci beaucoup. Très important ce qui vient d'être dit, deux aspects, hein, donc la pervasivité, donc ça doit être fait pour tout le monde, et puis la continuité, c'est jamais terminé, donc c'est une sensibilisation permanente. Je reviens vers vous Thibaut pour cette question. On a parlé de résilience, hein, c'est le thème de la table ronde. Résilience, ça veut dire quoi? Résilience, ça veut dire préparer l'avenir. Aussi Thibaut, une question très directe, quel conseil aux entreprises pour préparer cet avenir et préparer la reprise? En termes de continuité d'activité, il y a un référentiel ISO, par exemple, qui est 22301, qui permet de créer un système de management de la continuité d'activité, au même titre qu'on a un système de management de la sécurité de l'information, et dont l'avantage va être le principe d'amélioration continue. Donc chaque année, vous allez revoir vos politiques, vos rôles, vos ressources, savoir ce qui est alloué à la continuité d'activité. Évidemment, la formation, il faut continuer la formation, ne jamais lâcher la formation. Participer à des groupes de travail, à des clubs, des associations spécifiques à la continuité d'activité ou à la cyber. Je parle toujours de cyber, mais j'ai pas le choix. Et je pense déjà qu'avec ce référentiel, même sans se certifier ISO 22301, on peut déjà suivre les bonnes pratiques de ce référentiel. Ben, merci beaucoup. Peut-être un dernier mot, Jérémy? Alors, si je pouvais, un dernier conseil, mais en fait, je répète, le dialogue social, toujours le dialogue social. C'est vraiment essentiel. Alors, je sais qu'en France, on a une culture, notamment les syndicats, d'opposition. On ne va pas se voiler la face. Cependant, je pense qu'avec la crise, justement, Covid, on a vu que, écoutez, quand il y a une crise, que votre organisation est embarquée dedans, on se retrouve tous dans le même bateau qui peut couler. Et donc là-dessus, je pense que les syndicats, comme les élus du CSE, qu'ils soient syndiqués ou pas, d'ailleurs, ont compris cette importance du dialogue social. Il faut aussi, évidemment, que côté RH et côté dirigeants d'entreprise, vraiment, on ait cette culture qui est beaucoup plus présente chez les Allemands, de discussion, avoir cette anticipation, ça permet véritablement d'être vraiment beaucoup plus efficient, d'être beaucoup plus résilient et donc efficient. Encore une fois, je le rappelle, hein, pour les accords de performance collective dont je vous parlais tout à l'heure, ils ont été conclus en majorité dans des entreprises qui ont une tradition du dialogue social, qui ont l'habitude de conclure des accords collectifs. Vous pouvez les conclure sur plein de sujets, les accords collectifs. Hein, vous savez, vous avez les négociations annuelles, obligatoires, etc.
Donc vraiment, ce que je vous dirais, c'est soigner ce dialogue social, quand c'est possible évidemment, pour être capable justement voilà, de dérouler, d'anticiper, parce qu'encore une fois, voilà, le droit arrive après. Hein, si vous ne pouvez pas discuter, il n'y aura pas de véhicule juridique ou quoi que ce soit. Donc il faut vraiment avoir cette tradition RH dans les entreprises. Ben, merci beaucoup. Je tiens à remercier tout particulièrement et personnellement l'ensemble des participants. Je peux rajouter oui, une dernière phrase. Ben, je vous en prie. Les entreprises doivent vraiment créer une culture de la résilience, favoriser l'innovation, parce que c'est l'innovation qui va permettre de s'adapter plus facilement en cas de difficulté. Tout à fait, merci. Merci beaucoup. Donc, avant les questions, en remerciant nos intervenants de cette table ronde pour comment organiser la résilience d'une entreprise en temps de crise. J'espère que vous aurez apprécié comme moi le caractère concret de leurs réponses, au-delà de la qualité évidemment, et la précision, de celle-ci. Je tiens, tirons-en donc quelques leçons que l'on a écoutées ensemble. Hein, on ne gère pas la crise, si tant est qu'il y ait une crise, c'est elle qui vous gère. Ce qui appelle donc à gérer la chose en amont, à s'y préparer de façon transverse, on l'a entendu. Il y a un certain nombre d'outils et il est, disons, de bonne loi que de tous les utiliser et de façon continue. Hein, n'oublions pas également le dernier mot très très important sur l'innovation qui permet d'adopter une configuration mentale afin de se projeter sur l'avenir et de ne pas subir. Voilà. J'attends et on attend vos questions. Donc les questions qui viendront de la salle, je le répète, et en direct également. Alors est-ce qu'il y a des premières questions en donnant priorité à la salle? Oui? Alors attendez, les moyens techniques arrivent. Merci. Merci. Bonjour, Fabrice Kozik, CEO de Serenicity. Vous évoquiez l'interaction avec votre sous-traitance, notamment comment les PME qui vous permettent d'avoir votre activité, comment avez-vous pu, dans le cadre de cette mise en place d'une résilience, eh bien, avoir une vision et des échanges et surtout vous assurer que les moyens étaient mis en face sur la cybersécurité en priorité à l'occasion de cette crise? Merci pour votre question. Une réponse collégiale peut-être ou... Je me sens un peu visé, je ne sais pas. Pour la crise, je ne vais pas y répondre. Sur la partie cyber, je sais comment y répondre. Enfin, cyber ou sécu au sens large. Donc on le dit, hein, globalement, les grands comptes, on commence à être matures. Et les attaques, elles passent par notre supply chain aujourd'hui. Pour entrer dans les grands comptes, c'est plus simple de taper sur les plus petits et avec tous les liens. On vous met, je sais, nous, grands comptes, plein d'exigences qui sont compliquées pour vous à gérer. On vous demande un niveau de maturité que vous êtes ou pas capable d'atteindre, donc on le sait. Notre démarche aujourd'hui, c'est on va essayer de gérer par exigence, de vous accompagner pour vous faire maturer et vraiment de vous accompagner. On a ce besoin de travailler sur les fournisseurs, pas que de vous screener ou de vous vérifier, mais vous n'avez pas non plus les mêmes capacités financières que nous, la même culture que nous. Nous, on a des équipes dédiées. Au mieux, vous avez un IT ou deux dédiés à la cyber chez vous. On est conscient du problème et on est surtout conscient aujourd'hui que les attaques passent par vous pour nous atteindre. Et la vraie question, c'est est-ce que vous rentrez ou pas dans notre périmètre de sécurité pour qu'on s'étende. La question est ouverte et les réponses ne sont pas encore complètement définies, mais je pense que collectivement, on travaille tous sur le sujet. Merci Julien. Une autre question? S'il n'y a pas d'autres questions, je reviendrai moi un instant très brièvement avec une question. Là aussi, bon, pour Louis peut-être, dans la partie de résilience et dans le plan de continuité d'activité. Quel est le poids que vous donneriez justement à on va l'appeler technologie, pour ne pas dire l'IT, en tant que moyen capacitant, moyen transversal capacitant? Majeur. Si je faisais un exercice et je vous demande de gérer votre entreprise dans toute la prochaine semaine, à partir de lundi matin jusqu'au vendredi soir, en laissant à la porte vos ordinateurs et vos téléphones portables, vous trier la matinée en allant au café, en discutant de certains trucs, et vous vous rendez compte que vous êtes déjà une entreprise qui a fait sa transformation technologique depuis des années, parce qu'en fait, vous êtes dépendant du truc. Donc je dirais,
majeur et justement point de grosse difficulté pour essayer justement que la technologie soit à votre service plutôt que l'inverse. Et je ne suis pas complètement sûr que dans toutes les entreprises dans lesquelles j'ai la chance d'aller, ça soit dans ce sens-là. Donc qu'est-ce qu'on peut faire justement sans, qu'est-ce qu'on peut faire quand une partie de la technologie nous fait défaut? C'est comme ça que fonctionnent les ransomware, c'est quand on ne sait pas comment faire sans. Donc majeur et peut-être justement source de fébrilité tellement c'est majeur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Écoutez, je pense qu'il mérite vos applaudissements. Merci. Merci beaucoup.